C'était le film du mardi soir avec MTech BASF, cassette vidéo CDR et support multimédia. Cette première télé, nous l'avons retrouvée. Non, arrêtez. J'ai joué une pièce de théâtre. J'étais travesti pendant 8 mois. Après, vous êtes que comique ou que gros sein. Clémentine Sélarié, Jack Lang, Franck Dubosc et Enrico Macias racontent leur début à Daniela Lombroso dans un instant. Entre nous, franchement, pourquoi toujours attendre pour faire les choses? S'offrir un 4x4, par exemple. C'est super, un 4x4. Eh oui, CTLM vous offre en ce moment un crédit auto exceptionnel. Le crédit libre conduite. 4,9% pour une voiture neuve. 4,9%. Alors appelez CTLM au 0800 200 201. Aïe. Bon, on se calme là maintenant, François, hein? 0800 200 201. CTLM, la vie n'attend pas. Bah alors, pour le kitesurf, premièrement, tu dois décoller en légèreté. Et puis, faut se faire plaisir. Quoi, tu manges avant de décoller? Bah oui, c'est du Kinder Bueno, c'est pas n'importe quoi. Kinder Bueno, un mélange de lait et de noisettes, dans une barre légère et croustillante. Kinder Bueno, le plaisir au cœur léger. Bonsoir. Le 7 vous fait de l'effet, c'est normal. 7, c'est beaucoup d'argent. Mercredi 31 octobre, super cagnotte d'Halloween de 7 millions d'euros, soit plus de 45 millions de francs. Quand on goûte le nouveau Crunch Chips, ça fait... Mais souvent aussi Crunch Chips, il fait... Et surtout, tout le temps, Crunch Chips, il fait... Quoi qu'il en soit, le nouveau Crunch Chips, il fait... Crunch Chips, vous allez craquer. Chin Chin Daflelou, vos secondes lunettes pour un franc de plus, avec des progressifs aussi. Pour préparer le steak haché, on enlève du bœuf, la peau, les os, la cervelle et la moelle épinière. On ne garde que la chair, autrement dit, le muscle. Et quand c'est bon entier, c'est bon haché. Ce sigle vous garantit un steak haché 100% muscle, dont l'origine et la composition sont contrôlées par un organisme indépendant. Le steak, c'est bon entier, c'est bon haché. Pour plus d'informations, consultez le Centre d'information des viandes. Maman, on pourrait avoir un peu de lait? Bien sûr, ma chérie. Un grand verre? On a peur de renverser. On voudrait pas salir. Alors du lait recouvert de chocolat? Dans Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Alors on a chacun ses raisons de l'adorer. Elle est trop bien, maman. Kinder Chocolat, du lait recouvert de chocolat. Les mêmes choses en Scénic. Renault Scénic R, suréquipé à partir de 104 297 françaises. C'est une soirée exceptionnelle, une soirée entière consacrée à Brassens. Jeudi soir, coquin de sort. France 2 rend hommage à un copain d'abord. Nous sommes tous des enfants de Brassens. 95 fois sur 100. Autour de Michel Drucker et de Maxime Le Forestier, tous sont venus interpréter les chansons de celui qui avait mauvaise réputation. Puis découvrez Brassens par ses amis d'abord. Dans un documentaire inédit. Je ne sais pas si j'aime l'amitié, enfin j'ai des amis. J'ai des amis que j'aime. Enfin, tout finit en chanson dans le petit monde du grand Brassens. Autour de Georges Brassens, les copains d'abord et le petit monde de Georges Brassens, une soirée sans fausse note, jeudi soir, sur France 2.
V6, 4Motion, 204 chevaux. Échappé de chez Volkswagen. J'aurais pu être un super camion de pompiers. Ou un déguisement d'affreux monstre. J'aurais même pu m'envoler jusqu'à la Lune. J'aurais pu avoir cette chance. Si seulement j'avais contenu un simple téléviseur. Bonsoir. Le 7 vous fait de l'effet, c'est normal. 7, c'est beaucoup d'argent. Mercredi 31 octobre, super cagnotte d'Halloween de 7 millions d'euros, soit plus de 45 millions de francs. Pur, frais, fondant, caprice des dieux, le paradis sur terre. Des images de la misère, vous en avez déjà vu beaucoup. Des images de la guerre en Afghanistan, on ne vous en montrera pas. Faut-il des images pour vous convaincre que le peuple afghan a besoin d'aide? S'il vous plaît, envoyez vos dons à Médecins sans frontières, boîte postale 2000, 75 011 Paris, ou composez le 0825 832 832. Pour nous, 17 d'or, c'est 10 déclarations d'amour. Le meilleur comédien de fiction de l'année. Gérard Klein. Gérard Klein. Et bravo à Bernard Pivot pour ce 7 d'or de la meilleure émission culturelle. And the winner is, on a tout essayé, animé par Le vainqueur est Nina Campanès. Pour un pique-nique chez Osiris. Le 7 d'or du meilleur film de télévision est attribué à Fatou Lamalière. Meilleure émission de débat et de société. Jour après jour, animé par Jean-Luc Delarue. Merci beaucoup au public. Meilleure série ou feuilleton. La bicyclette bleue. Le 7 d'or est attribué à Thierry Ardisson pour son hommage à Gainsbourg. Serge, tu nous regardes. Le 7 d'or de la meilleure émission de divertissement. Un gars et une fille animés par Alexandre Alamy et Jean Dujardin. Un grand merci à tous les chouchous et tous les loulous qui nous ont regardés. Cette année encore, France 2 vous remercie. Fiat Stilo, Forward Thinking. Les prières de l'opéra. Les prières de l'opéra. Le recueillement sublime des plus belles pages de l'opéra. Énergie, hit music only. Enigma, le best-of. Retrouvez tous les plus grands titres d'Enigma dans son premier best-of. Enigma, le best-of. France Inter présente Diana Krall. The Look of Love, son nouvel album. Un recueil sensuel et intimiste de ballades et de bossa nova. Diana Krall, The Look of Love, l'album de la consécration. Un disque Universal Music. Il y a un début à tout sur France 2 avec Somfy, automatisme pour la maison.
surtout rigolo. Franck Dubosc a tout essayé avant de trouver sa voix comique, jusqu'à se retrouver à jouer les jeunes premiers dans des comédies à l'eau de rose pour adolescentes. Je t'ai même pas embrassé. Ce soir, il y a un début à tout, vous dévoile les dessous des débuts de Franck Dubosc, enfin, les dessous, disons plutôt l'absence de dessous. Respecté pour sa contribution à la culture, Jack Lang est désormais ministre de l'Éducation. Il lance la première campagne pour le respect à l'école. Mais au fait, quel élève était le ministre de l'Éducation? Ne donnez pas votre Jack Lang au chat, il y a un début à tout à enquêter. Avant de papillonner avec succès entre le cinéma, la radio, la musique, la publicité et maintenant le théâtre, Clémentine Célarié a commencé par hasard, comme Madonna, en dansant derrière un chanteur français de poids. Même après plus de 40 ans de chansons et de succès, Enrico Macias reste un débutant. Le pied noir le plus aimé de France est un pied tendre, une plume à la main. Il vient de sortir son premier livre et même devant une caméra, puisqu'on l'a vu pour la première fois dans La Vérité si je m'en deux. C'est un comédien qui est passé à côté peut-être même d'une carrière. Fini les petits chatons, les perroquets, les montagnes enneigées. Aujourd'hui, la grande folie sur les calendriers, ce sont les sportifs nus. Les rugbymen du Stade français ont transformé cet essai osé l'an dernier et remettent le couvert cette année. Ce soir, il y a un début à tout, vous révèle la face cachée de ce phénomène calendrier. Et puis nous découvrirons des débutants qui gagnent à être connus. Frédéric Lerner, la dernière découverte du producteur de Johnny et de Michel Sardou. Il y a pire comme référence. Et Stéphane Rousseau, un Québécois, encore un Québécois d'accord, mais un Québécois en or, une véritable star comique au pays de Céline Dion. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et ce soir, pour le bal des débutantes, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Célarié. Elle fait ses débuts dans Madame sans gêne et elle participe pour la première fois à un album de musique techno. Clémentine, bonsoir. Bonsoir. Enrico Macias, 40 ans de chansons et un livre, Mon Algérie, dans lequel vous racontez vos débuts. Nous allons revoir donc les premières images de cette longue et belle carrière. Bonsoir. Bonsoir. Franck Dubosc, après avoir été le complice d'Elysée Moon dans les petites annonces et après des débuts remarquables dans un film qui est resté dans les annales, il faut bien le dire. Il s'agissait de À nous les garçons, dont on se souvient. Vous êtes actuellement sur scène. Je vous ai pas raconté, c'est votre premier one-man show. Bonsoir. Un débutant, un vrai de vrai, c'est Ronald Guintrange qui nous a rejoint. Bonsoir Ronald. Bonsoir. Ravi d'être avec vous Daniela et avec tous ces invités. Enfin, débutant, pas vraiment, vous êtes journaliste, vous faites de la télévision et à partir de maintenant, vous êtes là, notre Monsieur Plus, pour nous donner plus d'informations sur les débuts que nous allons évoquer. Ça va? Alors c'est comment un début à la télévision? C'est impressionnant, déjà de par le public très nombreux et puis par ce parterre d'invités prestigieux, ce qui fait vraiment très plaisir. Voilà. Clémentine, bon, bien, carré. Alors elle est comment, Clémentine Célarié, Enrico Macias? Fidèle à son image. Ouais. Ce qui est rassurant, c'est qu'elle a un peu le trac comme moi, donc c'est parfait. Ça fait, comme ça, on est côte à côte. En plus, on va se soutenir mutuellement. Vous avez le trac, Clémentine? Pas du tout. Bon. Comme moi, pas du tout, comme moi. Ça se paiera, ça se paiera. Et puis évidemment ma complice Nathalie Corée, de plus en plus en retard. Décidément, je crois qu'elle a vraiment un problème avec les débuts. Nathalie, elle a du mal à démarrer, c'est comme ça, c'est toujours difficile. Les débuts, vous aimez bien, vous, Clémentine? Oui, en fait, je voulais dire que je me sentais bien aussi, parce qu'avec vous, c'est un peu... Vous êtes une collègue, une confrère, enfin, je sais pas, on a fait de la radio ensemble, enfin pas ensemble, surtout, avec le même mec. J'ai presque fait de la radio grâce à vous, parce qu'en fait, quand vous avez décidé de faire du cinéma en quittant France Inter, j'ai pu prendre votre place. Oui. Merci Clémentine. Voilà, donc c'est pour ça que je me sens bien, que j'ai pas le trac, mais au fond là. Voilà. Les débuts, Enrico, oui, j'aime bien. Le trac, non, vous connaissez pas, vous connaissez plus? Si, quand même, un petit peu. Un petit peu. Mais enfin, bon, on a l'habitude, je me sens un peu en famille. Aussi. Donc je suis bien. C'est mon métier. Non, un peu plus, un peu plus. Et puis Jack Lang va nous rejoindre. C'est pas tout à fait un débutant, mais il a la foi, la fougue et la curiosité d'un débutant après avoir marqué le ministère de la Culture et les ministres de l'Éducation nationale. Et il lance la première campagne sur le respect à l'école. Il nous en parlera dans quelques instants. La question traditionnelle, il y a un début à tout, vous le savez peut-être, c'est de savoir si c'est les débuts pour vous d'une rencontre. Est-ce que vous vous connaissiez tous, vous étiez déjà rencontrés? Enrico, on s'était croisés, mais on ne se connaît pas vraiment. On n'a jamais partagé un repas. Enfin,
Mais Franck, on a fait un film ensemble. Ah, ouais. Un long métrage formidable, hein, Franck? Il faisait un jeune premier, tu sais, un jeune homme, un jeune premier, hein, quand tu étais jeune, moi aussi. Je suis amoureux de toi, un peu plus âgé. Oui. 2 ans de plus. Oui, c'est vrai, c'était un film, ça s'appelait... tu veux le dire? Mais oui, bah évidemment. Non, c'est un film qui s'appelait Justice de flic. Oui. Voilà. Et donc où les flics rendaient justice. Et c'est un truc, bon, ben, ça n'a pas été tellement vu, mais bon, c'est un monsieur. Enfin, bon, voilà, enfin, c'est un film qu'on a fait. Non, ça fait vachement longtemps, ça fait genre 15 ans et tout. Et ben, on a les bon, images. Ça s'appelait donc Justice de flic. Non, on va commencer par parler de musique parce que vous avez tous quand même un lien avec la musique. Oui. La musique, Clémentine, bah, vous chantez un peu dans tous les styles, du hip-hop, de la techno récemment, du flamenco bien sûr, mais vous avez surtout, Clémentine, fait un début fracassant dans la variété française, derrière un artiste de poids. Regardez. Clémentine et la musique, ce n'est pas un caprice, elle le dit elle-même, c'est un truc viscéral. Et là encore, elle a un répertoire plutôt varié. Elle débute en 1985 pour Carlos, elle est Susanna. J'ai beaucoup de chance parce que tu vois, j'ai cherché une jeune fille pour faire Susanna il y a quelques mois avant de faire cette chanson, enfin presque 1 an ou 2, et puis Clémentine était là, elle était donc merveilleuse, elle a fait toute la télévision avec moi, grâce à ça elle a fait 4 ou 5 films, sa carrière part en trombe. Du coup, en 88, elle remplit le palace avec un spectacle jazz, blues et flamenco dont elle a écrit toutes les chansons. Dans la musique, son copain de toujours, c'est le rappeur Sydney. Ils ont fait de nombreuses émissions de télé ensemble. Oh, tu sais, je suis obligé de m'en rappeler, je peux pas avoir oublié ça. Cet été, sur la plage. Un endroit magique où j'excellais en tant que DJ. Tous les week-ends, soirée funk, salsa, reggae, je mélangeais vraiment toutes les musiques noires. Et il y avait une fille qui quittait pas la piste de danse, c'était elle. Moi j'ai des souvenirs où elle venait dans les soirées que je faisais et c'était toujours pour pousser la chansonnette. Elle sort son premier album en 96, une fois encore, c'est elle qui a tout écrit. Aujourd'hui, Clémentine change une fois de plus de répertoire. Elle enregistre son premier disque avec le DJ Charles Schilling. Et à cette occasion, elle fait ses premiers pas sur la scène house d'une grande boîte de nuit parisienne. C'est Larry avec Nathalie qui nous a rejoint. Ça y est, vous êtes arrivés jusqu'à nous. Clémentine, ses débuts alors derrière Carlos en danseuse. Ça a démarré comment? Vous l'aviez rencontré comment? Non, j'étais au Tintamarre, qui était un café-théâtre rue des Lombards, près de boulevard Sébastopol, tout ça. Et avec Jean-Baptiste Play, on avait une petite troupe, quoi. On se démerdait, quoi. Enfin, on essayait d'être comédien. Enfin, tu vois, c'est bon. Et puis voilà. Et puis il est venu parce qu'il était produit par le père du mec qui tenait le café-théâtre. Enfin, c'était toujours des histoires invraisemblables. Et Carlos débarque dans la loge et il nous dit je cherche une danseuse, un pitre, un truc, un machin. Et puis avec 3 mecs, tout ça. Donc voilà. Et puis tu te retrouves à des émissions de 20h30. Alors moi, j'avais pas d'argent, donc je m'achetais des robes aux puces. Enfin, je me bricolais des trucs. C'est pour ça les costumes, excusez-nous. De toute façon, ça continue un peu. Moi, c'est pas voilà. Et mais c'est-à-dire Carlos, il vous fournissait pas le costume? Bah non, de toute façon, moi j'aime pas. T'es un peu grand. Ça n'allait pas du tout à Clémentine. T'as vraiment la répartie, toi. Non, mais je voulais dire, tu n'es pas revenu sur ce qu'a dit Daniela. Tu n'as pas commencé derrière Carlos, on ne t'aurait jamais connu. Et tu as commencé à côté.
Non, mais le truc quand même bizarre, je ne veux pas dire du mal du cinéma, maintenant que je suis au théâtre, c'est pas ça. Mais quand même, c'est incroyable parce que vous cherchez à être comédienne, vous ramez dans des machins, des castings, puis vous faites... Derrière Carlos, et là, à du côté... tempérament, et puis machin, puis après vous êtes que comique, ou que gros sein, ou que machin, vous voyez, c'est un peu les tiroirs, quoi. Donc il faut sortir des tiroirs, donc voilà, ça met du temps. Quand on vous regarde, quand vous-même vous voyez ces images où vous dansez avec Carlos, vous vous dites quoi sur cette fille? Je sais pas. Vous savez pas? Elle a l'air de rien, il faut le dire. Elle le fait bien. Elle le fait bien. Parce qu'il a un certain talent. Je sais pas, on peut pas parler de... Je sais pas, le truc qui revient, bon maintenant ça fait longtemps, mais bon, parce que j'ai 44 ans maintenant, ça fait, je sais pas, 15-20 ans de ces images, un truc comme ça. Et Sidney, j'étais super content de le voir, parce que lui c'est vraiment un ami aussi. Et... Sidney qui raconte que vous étiez sur la piste de danse non-stop, la dernière toujours, à rester sur la ça piste. continue, mais ça c'est comme ça, on a le droit de danser même tard, hein, il faut. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi on s'arrêterait à faire des trucs parce qu'on a tel âge ou tout ça. Nathalie? Non mais parce que vous avez parlé musique là, mais Clémentine, parce que moi je peux pas lui dire à elle, donc je vous le dis, moi je suis groupie, fan totale de c'est la vrai, première heure. elle me l'avait dit avant aussi. Je les saoule depuis une semaine. C'est ça le pire. Bon. Mais enfin, ceci étant... Et un jour, je peux raconter, laissez-moi Nathalie. Elle vous cire les pompes, laissez faire. Mais non, mais j'adore, parce que quand je l'entends à la radio, je m'entends, c'est comme un double pour moi, elle. C'est marrant, hein, mais vraiment, elle a une façon de faire qui est super nature. Alors moi, on m'emmerde à chaque fois de me dire que je suis nature. Bon, c'est gentil, mais en fait, c'est la moindre des choses d'être naturelle, quoi, c'est vrai. Et alors, elle a un truc comme ça, qui est, comme ça, c'est marrant, non, mais j'aime bien. Oui, mais tout ça, c'est à cause de vous. Ah bon, d'accord. Voilà, parce que moi, je suis... Non, mais... Il faut quand même que je vous dise un truc, c'est que, blague à part, je faisais tout comme elle faisait la dame. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'avais lu dans un journal, par exemple, que vous coupiez les cheveux vous-même. Je peux même pas la regarder comme ça. Oui. Et du coup, j'avais fait comme vous. Sauf que le problème, Clémentine Sélarié, c'est que ça coûte très cher d'être comme vous. Hein, parce que du coup, moi je suis allée chez le coiffeur qui a essayé de rétablir à peu près les choses dans l'ordre. Et il m'a d'ailleurs demandé si j'étais également fan de Pascal Obispo, parce que ça risquait de se terminer comme ça. Voilà. Puisque je la tiens, je la lâche pas, parce que j'ai fait également le côté rebelle, machin, je dis ce que je prends, tout ça m'a valu que des ennemis, mais enfin passons. Et vous également aussi, la... Vous aussi, Clémentine? Moi aussi, oui, forcément, un petit peu. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? On s'en fout un peu. Oui, quelquefois, ça fout le cafard, mais voilà. C'est pas grave, il faut s'en foutre, ça. Mais il y avait aussi un autre truc que j'ai fait comme Clémentine, c'est la poudre miracle qu'on mange. Vous savez? Ah oui! Qui fait normalement... Mais seulement moi je l'ai pris en plus des repas. Donc c'est vrai que c'est super bon, mais alors résultat plus 4 kilos, hein, c'est pas... Alors, non, mais en fait, je voulais en venir à un truc depuis le début, c'était l'histoire de la musique, parce que quand même 2 heures après on revient. En fait, moi j'avais lu que vous aviez commencé à faire la manche en Espagne, en jouant la manche. En faisant la mancha, je sais pas comment on dit en espagnol, la mancha. Elle faisait la femme de la mancha, mais vous jouiez du washboard. Oui. Alors, puisque c'est ça, et un début à tout, moi j'ai apporté des washboards. Nathalie Corrèze, mesdames, messieurs, pour la première fois à la télévision, du washboard. Je sais pas comment ça se joue. Il faut des dés. Oui, je les ai, les dés. J'ai été à la nurserie pour... Attendez. Là, Nathalie, peut-être que Clémentine va plus être votre meilleure amie, mais bon. Il en faut 3. Alors... parce que alors moi, je suis contente, c'est mon premier. Ah ouais. Attendez, Clémentine, on va demander une petite impro à Enrico sur la musique de Clémentine Sélarié. Si vous pouvez nous faire une petite chanson. Il y a un début à tout, Enrico Macias, Clémentine Sélarié. Je peux vous dire tu. Tu es bien sûr. Donc je te suis. Tu me suis. Bon. Enfin, alors voilà. attends. Faut que j'en trouve une. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié plein. Je ne prends qu'à faire la paix des mains. Moi je la 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 la. Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Merci Enrico.
Alors j'ai vu que le premier rythme, c'était très aléatoire. Alors j'ai enchaîné sur avec le film Mon quelque chose pays, c'était bien. Ouais, mais je joue comme voilà. Oui, mais c'est non, pas non, vraiment. Et moi, je savais même pas que ça existait, mais parce que washboard, ça veut dire planche à laver. Et ça, c'est un truc pour laver, normalement? Oui, tu frottes le linge là-dessus, oui. Voilà, il y a un début à tout, donc un duo, Clémentine Célarié, Enrico Macias, qu'on pourrait baptiser ce soir. Et évidemment, en danseuse, derrière ce duo de charme, Nathalie Corré, qui imite Clémentine jusqu'au bout. Bravo Nathalie. Tout pareil. Alors, Clémentine, vous faisiez la manche, donc avec ça, en jouant dans le métro, tout ça, vous gagnez beaucoup d'argent avec... Dans le métro, oui. Ouais. On gagnait, on partait surtout en 4L. Sur les routes? Ah oui. Non, mais on partait, on allait en Espagne et tout ça avec un groupe. On était un bon groupe. Il y avait Lise Gégère, une vieille copine, enfin qui est maintenant pianiste et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à chanter des chansons de Bill Holiday, des trucs comme ça, parce qu'on est dans les caves. Et c'est là que ça a commencé en fait, parce que maintenant avec Charles Schillings, je fais des impros où quelquefois je chante des chansons, des standards de jazz sur des mix qu'il fait. Et en fait, voilà. Et puis pour moi, le jazz et le flamenco, c'est très lié. C'est pareil. Ça pleure et ça vient du cœur, quoi. Enfin, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce que tu chantes aussi, il y a quelque chose de. Oui, pareil. Moi, j'ai dit à Enrico tout à l'heure dans les coulisses. J'étais à la Fnac, on peut dire les titres, les noms du magasin, à la vue. Et j'entends un truc super. Moi, j'adore la house et tout, les trip enfin machin. J'entends un truc mais génial. Je demande au mec, c'était un remix d'Enrico Macias. Génial ce truc. C'est vrai, vous aviez fait un remix. C'est pas moi, c'est mon fils qui l'a réalisé. Ça s'appelle Enrico Experience. Et à ce sujet-là, moi, quand il l'a fait, j'ai écouté un tout petit peu. Il m'a dit, c'est bien, ça te plaît, pour ne pas le vexer. Je lui ai dit, oui, c'est bien, mais moi, j'arrivais pas à comprendre. Et cet été, à Saint-Tropez, je buvais l'apéritif dans une plage, et il passe ce disque-là, et j'entends l'intro, j'entends des rythmes comme ça, je dis, mais je vais demander les références de ce disque, c'est fabuleux. Et c'était le mien, je savais pas que c'était le mien. Mais je crois que le disque d'Enrico Techno, on doit l'avoir. Hein. Oui, je crois qu'on peut effectivement l'écouter quelques notes. Les remixes techno, house, musique électronique en général, c'est dans l'air du temps. Vous parliez d'une déferlante techno, je crois qu'il suffit simplement d'ouvrir la radio, ou aller dans les boîtes pour les jeunes qui mettent des jeans, et vous voyez tout de suite qu'il y a une déferlante techno réelle. Alors pour exemple, je vous ai fait une petite compilation, je vous propose d'écouter. Et on commence avec Cher, l'américaine des années 50 qui après s'être fait lifter le visage, elle a relifté sa musique. Ça n'a plus rien à voir avec les années 50, c'est Believe. La surprise de la chanson française, c'était Florent Pagny avec la reprise techno de Joli Mot, mais les cheveux blonds, un nouveau look, une nouvelle chanson et un nouveau style. Dès qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, dès qu'une banque on éteint comme une lampe au matin, Joli Mot. Et puis comment l'oublier, l'ex-chouchou des enfants qu'on a tous regardé. Écoutez, Chantal Goya avec la reprise en anglais, s'il vous plaît, de Bécassine et ma cousine, ça donne Bécassine is my cousin. Voilà. Donc en fait, Daniela, ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a une école avec de la création, et l'exemple de Clémentine est réel, à savoir qu'elle travaille avec Charles Schillings, c'est vraiment une référence dans le monde de la musique électronique. Non, c'est pensé. Et puis, il y a aussi des artistes qui remixent, qui ressortent des vieux 45 tours, des vieux albums. Alors l'exemple notamment de Rika Zaraï, qui ressort un single, et puis un album entier. Quelques notes de musique, vous allez voir, ça vous donne un côté oriental.
je crois qu'à un moment, vous avez été vendeur de calendriers en porte-à-porte. Oui, j'ai vendu les calendriers, j'ai fait le photographe sur les grands boulevards. J'étais plongeur dans des bars, tout ça, oui, j'ai fait quelques petits métiers. Ça donnait quoi, Enrico, qui vendait un calendrier? Vous faisiez ça comment? Vous sonniez à la porte? Je sonnais à la porte, comme ça, puis je disais bonjour madame, l'année 1960, je sais plus, est assez proche. Est-ce que vous pouvez me faire un petit geste et prendre des calendriers pour des œuvres de bienfaisance, pour ceci et cela? Et j'avais un costume, le seul costume que j'avais, et à chaque fois qu'il pleuvait, il raccourcissait. Qu'est-ce qu'il y avait sur les calendriers? Il y avait des photos, des petits chats, il y avait des photos, des femmes nues. Oui, des femmes nues, vrai, je me rappelle. Ouais, non, mais pas toutes nues. Des femmes, je sais pas, des tableaux de peinture. Je me rappelle même plus, moi, pourvu que je l'ai. C'est pour faire un bon jeu de mots. C'est pour faire un bon jeu de mots, un pied noir qui vendait des dates. Qui est mauvais. On coupera, bien entendu. Justement, vous disiez, alors, on n'est pas loin de l'année 2002, là, et c'est la période des calendriers. Et la mode en ce moment pour les calendriers, c'est plus du tout les petits écureuils, les petits chatons et tout ça, c'est surtout la nudité. Le truc, c'est de se mettre tout nu sur un calendrier, de poser, et en général d'essayer avec ça de récolter des fonds, soit pour une association, une bonne cause, soit simplement pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Alors, il y a un début à tout. A voulu s'intéresser à la naissance de ce phénomène. Le dernier né de ces calendriers est l'œuvre de joueurs de rugby du Stade français. Merci d'accueillir Romain Collinet et Amaury Plancheneau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce calendrier, vous l'avez fait pourquoi? On l'a fait, à l'origine, c'est une idée des joueurs de l'année dernière du Stade français. Ils sont partis du fait que le rugby, c'était un sport assez convivial. Et pourquoi pas monter leur petite fesse toute ronde. Et donc, à partir de là, ils ont voulu faire ça bien. Ils ont pris un photographe qui s'appelle Chris Gauthier, qui est connu sur la scène parisienne. Et donc, devant le succès du premier calendrier, ils ont sorti celui de cette année avec des petites touches de renouveau. Ouais. Alors, il y a un début à tout, a voulu donc revenir sur les débuts, sur la naissance de ce phénomène des calendriers. Facile de les reconnaître sans crampons, protège-dents, casque et maillot bleu. Pourtant, ce sont bien eux, nos rugbymen du Stade français. Carton, voilà. Un an après avoir posé nus pour le calendrier du club, ils ont à nouveau tombé le short pour prendre la pause dans un univers coloré et décalé. Résultat, les 12 mois de l'année 2002 promettent d'être très gais. Ça commence donc à décoiffer dans le monde du calendrier. Il faut dire qu'en France, on était un peu frileux. Depuis 1772, c'est le fameux calendrier de la Poste qui tient le haut du pavé. Chaque année, la France suit les saisons en regardant nos amis les bêtes. Ce sont les anglo-saxons qui ont lancé la mode du dénudé. D'abord avec le calendrier Pirelli, institution glamour en diable, qui depuis les années 60 déshabille en noir et blanc les plus grands mannequins du monde. Mais très vite, ce sont des anonymes qui se sont déshabillés le plus souvent pour alimenter les bonnes œuvres. C'est même devenu une tradition au Royaume-Uni, comme par exemple ici pour le Club d'Aviron de Londres. En France, les premiers à s'exhiber sont les commerçants lillois en 99. Devant le succès remporté auprès de la clientèle, ils rééditent l'histoire, mais cette fois-ci pour une œuvre caritative. Depuis, tout le monde s'y met. Les pompiers de Buis tombent la lance à incendie, les étudiants d'une école de commerce champenoise imitent leurs aînés du Stade français, et les basketteuses de Brive-la-Gaillarde posent nues pour s'offrir un voyage et prouver en passant qu'il n'y a pas que du rugby à Brive. Autre exemple enfin, celui de la maison Élan 2 à Melun qui vend son calendrier afin de financer une maison d'accueil pour les polyhandicapés. Après les sportifs, les étudiants, les commerçants et les anonymes, on a bien cherché, il ne reste plus que les hommes politiques. Alors vous les aimez comment nos dirigeants? À cheval, sous la douche ou sur une peau de bête? C'était pas trop difficile à faire les photos parce qu'on a vu, on vous a vu dans des positions. En fait, tous les week-ends, on joue des matchs et fatalement on se retrouve tous nus ensemble, donc il n'y a aucun problème. Ensemble, mais dans un vestiaire, pas avec photographe, lumière, maquilleuse, on vous a maquillé les fesses et tout, c'est...
Ça posait aucun problème. Quand vous avez commencé le rugby, vous aviez pensé, je fais du rugby pour faire un calendrier nu? On s'est dit qu'on allait faire ça tout de suite. Voilà. Ça nous permet de montrer nos fesses et puis de passer à la télé et puis faire cette émission. Une Et surtout d'être à vos côtés. bravo. Et de m'embrasser peut-être aussi, non? Vous avez pas- Vous feriez ça, vous, un calendrier d'acteurs nus? Si c'est vous qui me maquillez les fesses, ok, d'accord. Allez. Calendrier nu? Allez. Oh non, moi c'est-à-dire que, vous savez, quand on peut faire plaisir. Vous Non avez... mais attendez, c'est des mecs costauds, c'est bien. Moi si on fait un calendrier, je sais pas, moi je suis grand, je suis comme ça. Je crois pas que ça soit... Tiens, regarde. Si, pour faire rigoler. Clémentine rigole, vous l'avez déjà vu nu? Non. Non? Sur un tournage, dans un... Si. Si. Ah. Je suis 6 de flic, je suis à poil à un moment donné avec la tondeuse. Ça peut couper au montage. Et moi, je vous ai vu, hein. Ah bon? Ouais. Nathalie, racontez-nous ça. Mais c'est dans un film. C'est vrai? Vous avez fait un film où vous étiez nu? Non, c'est pas... Vous avez fait un film porno? Dans Nous les garçons, à un moment donné, je suis nu, effectivement. Ouais. Ouais. Oui. Je suis dans les douches et dans les vestiaires, hein, comme ça. Ouais. Et je suis tout maigre, on m'a rasé les poils du torse. Et je suis tout nu. On m'avait dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, on te filmera là. Ah non, non, on vous a filmé. C'était un peu plus bas. C'est bête. Vous saviez, vous le saviez. Alors j'avais un... oui, je vois bien, oui. J'ai de trop gros doigts, moi je peux même pas le faire, mais c'était... Et voilà. Oui, j'étais tout nu, oui. Vous étiez tout nu, c'est bête qu'on l'ait pas su, vous auriez pu nous le dire, Nathalie. Enfin bref. Que je l'avais vu. Non mais c'est vrai, ça aurait été pas mal de revoir les images. On vous peut vous en pas. souvenez de ce truc? Bah non. Je la sens venir. Non, pas du tout. Non, on les a pas. Non, là-dessus, on n'a pas été... Alors j'ai interdit toutes les images de ma nudité. Franck, oui. Vos débuts de comédien, c'était un film de Michel Lang. Tout à fait. Et vous étiez un jeune garçon plein de charme qui séduisait les filles. Vous étiez vraiment dans le rôle du jeune premier, quoi. C'était ça, vos débuts. J'étais dans le... Oui, j'étais le jeune premier. Il fallait que je fasse attention à comment je parlais parce que j'avais tendance à parler comme ça. Et donc là, je parlais un petit peu plus. J'avais 20 ans, en fait. Je sortais du conservatoire de Rouen. Et puis j'avais fait une audition et puis je faisais ce jeune garçon un petit peu bourgeois parce que c'était à l'époque des films de jeunes comme ça. Alors moi j'ai joué ce rôle de petit jeune un peu bien propre, des lycées parisiens bien... et puis je parlais comme ça et puis je me retrouvais avec une étiquette de petit minet parisien et tout ça. Pour le coup, moi ça me plaisait bien parce que tout à coup ça me faisait plaire aux filles alors qu'avant je leur plaisais pas. Et puis après j'ai découvert dans le métier que j'étais le petit jeune un peu bellâtre et qui avait rien à dire et qui savait pas jouer la comédie et ça m'a valu de pas travailler beaucoup après et de partir en Angleterre. Et donc votre premier rôle, hein, vous étiez donc nu. Il y a une scène où je suis nu, il y a une scène dans laquelle je suis nu effectivement, donc, mais alors c'est vrai que ça serait pas très sympa de la passer. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si, c'est vachement bien. Je l'ai vu, moi, c'est super. Mais bon, si tout le monde insiste... Est-ce que vous vous rendez compte que dans mon spectacle, je me vante d'avoir un sexe énorme? C'est trop tard. Et là, je vous le confirme, parce que nous, on a vu les images. Et là, vous allez montrer la vérité à tout le monde. Voilà, la vérité toute nue. On regarde ces images et les débuts de Franck Dubosc au cinéma. Ce jeune homme au physique de tombeur, et oui, c'est Franck Dubosc à ses débuts. Il n'a que 20 ans et vient tout juste d'être engagé pour son premier rôle par Michel Lang. Il joue le personnage principal d'À nous les garçons. C'était son tout premier rôle, il n'avait jamais rien fait avant. Il arrivait de Rouen où il avait pris des cours d'art dramatique. Ça fait seulement quelques jours qu'on se connaît. Et pourtant, j'ai pas envie que ça se termine. Dragueur Franck Dubosc, il l'a toujours été et en a toujours joué. Pour ce rôle, il usait déjà de son charme. C'est le jeune premier qui tombe amoureux de l'une et puis qui finalement, au cours de l'histoire, s'avère que c'est l'autre qui lui plaît mieux. Il était adorable et il était inquiet. Bah quoi? On fait rien de mal. Et si Franck est anxieux sur le tournage, il n'en est pas moins audacieux pour un premier rôle. Je voulais pas venir ici. Il apparaît nu à l'écran. Vous cherchez? Et sur sa lancée, Franck enchaîne alors films et téléfilms. Changement de décor, c'est en Angleterre qu'il continue sa carrière en décrochant un rôle de French Lover dans une des plus célèbres séries britanniques. Hey, President.
Un Franck Dubosc qui n'a pas fini de séduire les filles avec ce sourire on ne peut plus craquant. The mother of my mother. Voilà. Oui. Toujours, pardon, les gens ils sont mieux maintenant, je trouve, qu'avant. Ah, il faut des preuves là, Franck. Non, elle parlait du physique, non. D'accord. Et je vais vous dire, moi, je suis très content de voir Michel Lang, qui est le réalisateur du film, qui est le réalisateur d'À nous les petites Anglaises, de l'Hôtel de la plage, À nous les garçons, de tout ça, et qui m'a laissé ma première chance, et avec qui j'ai retourné encore plusieurs fois après, avec qui j'ai toujours été aussi, enfin, qui m'a connu toujours inquiet sur d'autres tournages aussi, et qui est un homme admirable, et que je suis très content de le voir parler là. Voilà. Et à la demande générale, je crois qu'il y avait un souhait de revoir non pas Michel Lang là, mais un extrait de ce reportage. Non, arrêtez. Non, c'est bon. Non. Vous savez quoi? Franck Dubosc ralenti. Ok, d'accord. Chaque fois que je l'ai vu en projection ou à la télévision, ce film avec des amis ou quoi, chaque fois qu'il y avait cette scène-là, je vous jure, même je l'ai fait ici aussi, je tournais la tête et dans ma tête, je me disais, si moi je tourne la tête, les autres ne le voient pas. Et je crois que c'est pas vrai. Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu? Personne l'a vu là? Si? Non, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de la douche était très froide. Oui, tout à fait, bien entendu. Bien entendu, donc forcément, même beaucoup de choses. Même un homme génitalement gâté, il perd de son charisme. Hein. Enrico, tourner nu dans un film, si on vous le demandait. Comment Si on vous demandait de tourner nu dans un film, vous le feriez? À mon âge maintenant, je crois que ça serait pas intéressant. Vraiment. Je crois pas que j'apporterais quelque chose. Je crois pas. Surtout quand on sait qu'on peut te ressortir les images 20 ans plus tard. Hein. Ouais, je crois pas. Il y en a d'autres mieux que moi là pour le faire. Mais ça veut dire qu'on peut jamais demander à ce que les images soient coupées, même 20 ans plus tard. Mais là, c'est coupé. Moi, je suis coupé. C'est coupé là. Moi, je peux tourner, mais je suis coupé. C'est coupé, oui. C'est beaucoup plus long normalement. Beaucoup plus long. Alors après, vous avez tourné, on le disait tout à l'heure, en Angleterre, dans une sitcom, et puis vous êtes devenu reporter. Attention. Non, pas une sitcom. Il n'y avait pas les rires derrière, hein. C'est un truc très triste. Hein. D'accord. Et alors c'est extraordinaire parce que il y avait à chaque épisode, c'était 2 fois par semaine, il y avait entre 20 et 22 millions de téléspectateurs. Et ça c'est vrai, c'est pas Franck Dubosc comédien. Non, c'est vrai. Qui dit ça, il y en a 2 en Angleterre, c'est Coronation Street, celui dans lequel j'étais, et EastEnders, qui sont les 2 soaps. Qui étaient les 2 soaps rois et qui ont, moi à l'époque où je l'ai fait, ça avait 30 ans d'existence, et donc aujourd'hui c'était énorme, oui. Et vous arriviez à jouer en anglais sans difficulté? Vous pouvez me faire une petite réplique en anglais What's the crime and what's the punishment? The answer seems to vary from place to place and from time to time. What's legal today all of a sudden gets illegal tomorrow because society says it so. I'm not saying it was wrong. White love never caught him, he'll soon be true. I'm not saying this is wrong. Like I always do. I'll come back. I come back, my love, to you. Enrico, il y a eu plusieurs de vos chansons que vous avez interprétées en anglais? Vous avez fait un disque en anglais, par exemple? Je vais vous dire la vérité, j'ai essayé. Ouais. Sérieusement. Attendez, non, ne rigolez pas, parce que ça a été Girls of my country. Ouais, ça a été un drame dans ma vie. J'ai étudié pendant 1 an un répertoire en anglais pour le chanter aux États-Unis lors de ma tournée. J'ai même inventé un magnétophone qui tourne tout seul dans la nuit pendant que je dors, comme ça rentre dans le cerveau. Je connaissais tout par cœur. La preuve, c'est que je vous ai chanté la chanson en anglais maintenant, comme ça brûle pour point. Eh bien, j'ai jamais pu faire plus que 2 mots. Les gens, ils s'écroulent de rire. Jamais. Écoutez, Enrico, je vais demander 2 minutes de silence sur ce plateau. Je vais vous demander de ne pas rire, surtout, parce qu'il y a un début à tout. Je voudrais que, pour une fois, on assiste à la télévision à une chanson d'Enrico en anglais, sans rire, sans applaudissements. Surtout sans rire. Et si on a une guitare, ça serait encore mieux. Est-ce qu'on a une guitare éventuellement à amener à Enrico? Ben voilà, on a une guitare. On peut quand même applaudir Enrico qui va nous chanter une chanson en anglais.
Mais surtout, ne pas rire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous chanter en anglais alors? En anglais? Tiens, je me rappelle plus là comme ça. The Girls of My Country. Hein? I love you, Daniela. I feel good with you tonight. I am happy to see all my friends in this show, which will be in all the world. Are they beautiful, the girls of my country? Lie, 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 lie. Are they beautiful, the girls of my country? Lie, 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 lie. Et vous avez remarqué, le lie, lie, lie avait un accent très pimenté. Bravo Enrico Macias. Est-ce qu'il y a d'autres langues? Est-ce que vous chantez en japonais par exemple? Ah, ça, c'est extraordinaire. Ah. C'est-à-dire en japonais, je chante normalement, comme d'habitude, mais avec les yeux comme ça. Voilà, il y a un début à tout, Enrico, en japonais à la télévision. Wakatei duyo. Je le vois, je le vois. Damatei temo. Je le vois, je le vois. Kimi no kokoro no naka wa subete sono kao mireba. Je le vois, je le vois. Expertisé, certifié, sûr en japonais. Hein. Alors on va faire un petit tour du monde hein, en espagnol, ça donne quoi? Ça doit être... Alors en espagnol, ça donne ça. Esta noche de pasión, el flamenco de olivar me sale del corazón. Cuando el viento del mar te va a acercando a mí, esa tierra española que te acaricia a ti. La casa del sol, la alegría, el amor, viven juntos los dos, el amor. En la casa del sol, los toreros están celebrando su fiesta triunfal. On a un numéro à deux. Ah ouais. On a un numéro à deux, on se produit en tournée. Ouais. Il y a d'autres langues comme ça que vous maîtrisez parfaitement? Ah oui. Tu fais laquelle? Non, c'est moi qui me lève. Hein. Il y a une demande en hébreu là derrière moi. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleichem ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleichem ve'al kol Yisrael. B'paro elyon, سوى الخمرة والحبيب أن الذين صار الليالي من المساء إلى الصباح أما العالية بالكاس يصاحي وإذا حالت في يد الخطير. Alors c'est en hébreu et en arabe. Je vais paraître complètement dingue, complètement foufou. En français.
La plus grosse vente, le disque que vous avez le plus vendu? Mon cœur d'attache, c'est toi, le toit de ma maison, c'est toi. L'histoire de mes chansons, c'est toi. Mon chemin d'horizon, c'est toi. Mon cœur d'attache, c'est toi, la voix de ma raison, c'est toi. L'histoire de mes chansons, c'est toi. Ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Bravo, le numéro vraiment de duettiste fonctionne très bien. Ben, Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? Nathalie. Je suis arrivée de là, il était parti de l'autre côté. Nathalie, elle voulait vous inviter à danser, Franck. Quoi, elle était partie m'inviter à danser? Bah oui, mais je fais tout le tour, j'arrive, avec personne, elle est partie là, puis j'entends je suis sauvé. Vous êtes sauvé? Non. Déçu, hein. Déçu, tu meurs. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, pas de ça. Non, c'est bon, c'est bon. Ah non. Pas touché. Pas touché. Oh, écoute. Bon, embrassez-vous, on est tous des frères et des sœurs. Oh, ça va bien, ça va. Ça va bien, ça. Enrico, pourquoi il y a 2 manches à votre guitare? Ben, comme je peux pas poser tout nu, je préfère en avoir 2, quoi. Je vous demande d'accueillir maintenant, puisqu'on va parler ce soir de la première campagne du ministère de l'Éducation nationale pour le respect à l'école, d'accueillir donc le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous connaissez Franck Dubosc? Je le connais, mais il ne me connaît pas, moi je le connais. Qui êtes-vous donc? Clémentine Sélarié, que vous connaissez également. Ronald Guintrange. Et Enrico Macias. Je crois que vous étiez rencontrés, et Nathalie, évidemment, ma complice de toujours. Enrico, vous l'aviez rencontré un déjeuner à l'Élysée, c'est ça? Pas assez souvent, mais souvent. On s'est rencontrés souvent et la première fois, c'était un déjeuner à l'Élysée avec François Mitterrand. Peut-être, mais moi, la première fois pour moi, c'est quand je l'ai vu chanter. Ah oui. En 62, à la Mutualité? Ça, c'est classe de pouvoir se dire. Je crois que la première fois, c'était un déjeuner à l'Élysée qu'on s'est rencontrés, non? Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, Jack Lang, vous avez commencé aussi par faire du théâtre au Conservatoire de Nancy, quand vous étiez étudiant. Oui, mais comme amateur, je ne vais pas me comparer à ces grands professionnels, je n'étais qu'un amateur. Un passionné de théâtre, voilà. Il y a un début à tout. C'est vrai qu'on va parler aujourd'hui de vos débuts aussi d'étudiants, d'élèves, de lycéens, puisque vous êtes ministre de l'Éducation nationale. C'est intéressant de savoir comment vous étiez quand vous étiez à l'école. Pas toujours le meilleur. Inégal, disons. Oui. Alors, on a vos bulletins scolaires, hein, justement. Donc, vous êtes Sherlock Holmes, enquêteur policier. Alors, un blâme en 6e. C'est vrai. Et un redoublement en 6e, c'était une période un peu particulière. Qu'est-ce qui s'était passé? Ne vous inquiétez pas, la majorité de ceux qui font OU ont eu la même chose. Bah oui. Je ne m'inquiète pas du tout là-bas. Attendez, c'est super encourageant de savoir qu'un ministre de l'Éducation nationale et ancien ministre de la Culture a pu avoir redoublé sa 6e. À l'époque, j'étais élève. Racontez-nous cette 6e. Mais pourquoi c'est relativement classique. J'avais été... Disons que cet exemple montre bien qu'un enfant, un jeune, peut connaître des moments difficiles, des moments réussis. Donc il faut, j'ai tiré ça de ma carrière d'élève, il faut toujours offrir une chance de rebondir. Et je suis reconnaissant à mes parents de m'avoir offert la chance de rebondir. Je suis entré en 6e, à l'époque on passait un examen, c'était un concours. J'étais considéré comme très bon élève à l'école primaire, j'ai été reçu premier de l'académie et j'avais 10 ans en entrant en 6e, mais entrant en 6e, tout à coup, j'ai été perdu. Le nombre de professeurs, les classes, et cette première 6e, j'ai beaucoup chahuté.
j'étais pas dans mon assiette, j'étais pas comme à l'école primaire, et mes parents m'ont fait redoubler, et pour m'obliger à travailler, ils m'ont mis interne dans un collège, à Lunéville. Et puis à ce moment-là, j'ai travaillé, et puis j'ai eu cette chance de repartir, et j'espère de réussir, à l'école en tout cas. Nathalie ? Je suis un peu impressionnée quand même, je fais la maline, mais bon. Alors, monsieur le ministre, c'est la première fois que je dis monsieur le ministre à quelqu'un, donc je bafouille un peu. Ce que je voulais savoir, c'est si en 6e, vous vous appeliez Jack. Oui. C'est votre vrai prénom? Oui, depuis ma naissance, c'est mes parents qui m'ont ainsi appelé. Ça s'appelle pas Enrico, hein? Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Vous a jamais fait ça. Moi, je me suis toujours demandé si vous vous appeliez vraiment Jack, parce que on n'a pas le droit de dire votre date de naissance, peut-être si. 2 septembre 39. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec le jour. C'était le jour de la déclaration de guerre. Mes parents étaient des républicains qui ont choisi les prénoms de mes frères et sœurs pour des raisons, je dirais, liées à des symboles. Par exemple, une de mes sœurs, née pendant la guerre, s'appelle Marianne, comme la République. Et mes parents avaient une sorte d'anglophilie, parce que les Anglais se sont battus, disons-le, avec plus de vigueur contre l'Allemagne nazie que la France des débuts des années 39-40. Et ça avait été donc accepté à l'état civil comme Jack? Absolument. J.A.C.K. J.A.C.K. Mais je n'en étais pas très heureux à l'école, parce que vous savez, à l'école, à l'époque en tout cas, on n'aimait pas beaucoup se distinguer. Ouais. Et j'essayais de cacher au maximum cette orthographe. Qu'est-ce que vous disiez à l'école? Vos camarades se moquaient de vous? Traité d'Américains, d'Anglais, d'étrangers, et le reste. Alors après, donc, vous devenez absolument brillant, donc grâce à la reprise en main par vos parents et par l'éducation nationale. En seconde, bonne note, brillantissime, tableau d'honneur en philo, mais absence fréquente et problème de discipline. Pour dire la vérité. Vous avez lu ça quelque part? Oui, ah oui, sur votre bulletin scolaire. Non, c'est vrai, autant que je m'en souvienne, j'étais plutôt chahuteur. Ouais. Mais je crois que je faisais mes devoirs, je prenais mes leçons, et puis je me débrouillais pour réussir à peu près, notamment au baccalauréat. Vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire comme métier? À l'époque, dans les lycées, la discipline était assez rigoureuse. Alors on avait envie un peu de contourner les règles, mais de façon très bon enfant. Non, je vais vous demander si vous pensez que vous êtes resté chahuteur, si vous avez pu rester chahuteur avec les hommes du monde politique. Je n'ose pas trop le dire, oui. Ah, bien, génial. Ça doit être difficile, non? Pardon? Ça doit être difficile. C'est pas difficile quand on a le goût du canular. Et c'est mon cas, c'est pas difficile. Vous avez fait des canulars. Ce qui est difficile, c'est d'être tout le temps sérieux, nuit et jour. On en meurt. Il y a les petits mots quand même au Conseil des ministres qu'on se passe comme ça. Est-ce que de temps en temps, dans les petits mots, vous arrivez à détendre l'atmosphère avec... C'est vrai que les réunions de ministres, sous la présidence du président de la République, c'est un peu une concurrence au poste. Parce qu'on échange des petits mots, souvent d'ailleurs très pratiques. On profite du Conseil des ministres pour demander à un ministre de ne pas oublier ceci ou cela pour faire avancer un dossier d'intérêt commun. Mais il est arrivé parfois, par ce genre de correspondance, de faire changer une décision. Quoi, par exemple? Par exemple, c'est le souvenir du premier texte de loi que j'ai présenté au Conseil des ministres quand j'étais tout nouveau ministre, c'est-à-dire un bleu, quand j'ai présenté le projet de loi sur le prix unique du livre. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est trop technique. L'idée était de sauver les libraires, donc les éditeurs, donc les écrivains. Projet très controversé. Et le président de la République m'invite à le présenter, demande à quelques ministres leurs sentiments, et je m'aperçois que le vent risque de tourner contre ce projet. Et à ce moment-là, je mets un petit mot à Gaston Defferre, qui était lui-même, et notamment grâce à Edmond de Charleroux, un fervent partisan de ce texte. Et je lui mets « Gaston, aidez-moi ». Et ça a été aussitôt accompli. Il a pris la parole, il avait une grande autorité, et j'ai emporté le morceau. Et vous avez emporté sur le prix du livre. Moi, je vais vous raconter une histoire
une histoire réelle qui est arrivée au général de Gaulle. Un jour, lors d'un dîner officiel, le général de Gaulle était assis près d'un... Son voisin était un ambassadeur, mais il ignorait qui il était. Et son aide de camp était tout à fait au bout de la table. Et il envoie un petit mot, il lui dit savez-vous qui est en train de dîner à côté de moi? Alors, son aide de camp lui renvoie un petit mot, lui dit « oui ». Alors, il lui renvoie un autre mot, il lui dit « oui, mais qui ?» Il lui répond, il lui dit « oui, mon général ». Puisque vous parliez de ces tout débuts de ministre de la Culture, c'est vrai que vous avez été ministre en 1981. On va revoir quelques images, puisque nous nous sommes intéressés, Jacques Lang bien sûr, à vos débuts et donc aussi à vos débuts au ministère de la Culture. C'est à Nancy, au lycée Poincaré, que Jacques Lang, notre ministre de l'Éducation nationale, étudie. Élève brillant mais dissipé, il a l'air d'étudier en dilettante. Il décrochera tout de même l'agrégation de droit, mais son cœur est peut-être déjà ailleurs. Car avant tout, Jacques Lang se veut artiste. Il crée et dirige le Festival international de théâtre de Nancy de 1963 à 1972. Joue aussi ses premiers rôles, le tout dans une effervescence avant-gardiste. Il y rencontre des gens qui comptent. C'est dans ces circonstances qu'il a croisé François Mitterrand et où l'accroche s'est faite plus sur la passion pour la culture entre les deux hommes au départ que sur la simple étiquette politique. Et cette rencontre sera en effet déterminante dans la carrière de Jacques Lang. Plus jamais ces deux-là ne se quitteront. Lang met en scène la prise de fonction de François Mitterrand le 21 mai 1981 en grande pompe au Panthéon. Jacques Lang devient ministre de la Culture et bat un record. Ce sera le seul à conserver son portefeuille durant les 2 septennats. Premier coup d'éclat, Jacques Lang se fait remarquer en faisant passer le budget de la culture de 3 à 6 milliards de francs. Il lance la politique des grands travaux, transforme le Louvre, construit l'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, Bercy et enfin la très grande bibliothèque. J'avais une vision, comme beaucoup de gens, de quelqu'un de flamboyant, de comme ça, de magique, de tout ce qu'on peut imaginer, de très près des gens, de tout ce qui se passe, etc. Et j'ai vu l'immense travailleur. T'es pas obligé d'animer comme une sorte de club méditerranéen géant. Tu laisses un peu les gentils membres, c'est-à-dire les Français, un tout petit peu tranquilles. Non, il disait, il faut les réveiller sans arrêt, sans arrêt. Il faut toujours faire quelque chose, comme si le quelque chose était mieux que le rien. Alors, c'est l'inverse du zen. Et je crois que lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là. Jacques Lang, c'est évidemment la fête de la musique. Depuis le 21 juin 82, tous les ans, les Français sont dans la rue. Ce rendez-vous incontournable s'est même exporté à l'étranger. Autre exemple parmi beaucoup d'autres, Jacques Lang décide du prix unique du livre, qui interdit aux grandes surfaces de brader les ouvrages et qui protège donc les petits libraires du coin. Mais quand la droite reprend le pouvoir en 95, Jacques Lang quitte le devant de la scène politique. Il est malheureux comme une pierre quand il n'est pas ministre. C'est plus fort que lui, Jacques Lang ne peut s'empêcher d'être le VRP de la culture en France. En 98, il défend les musiques électroniques et lance la technoparade. Quoi que l'on pense de lui, Jacques Lang à la culture aura marqué la France. Il est toujours très inventif, original, brillant, presque trop quelquefois. C'est un peu ce qu'on pourrait lui reprocher vu de la Lorraine. Jacques Lang, quand Éric Orsena vous comparez à un gentil organisateur du club Méditerranée avec les Français pour les amuser, est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué un peu ce rôle-là? Non mais c'est l'humour d'Éric Orsena, qui est un ami et qui d'ailleurs m'a accompagné pendant plusieurs années dans cette fonction. Il a été lui-même conseiller pour la culture du président Mitterrand. Et alors, quand vous voyez tout ça, le Grand Louvre, enfin tout ce qu'on a pu voir dans ce reportage, la fête de la musique, tout ce dont vous avez été l'initiateur, est-ce que vous vous dites c'est moi qui l'ai fait avec une certaine d'une certaine fierté? façon, je ne le ressens pas ainsi, si vous voulez. C'est normal, les choses vous échappent, tant mieux.
et d'une certaine façon, on finit par oublier qu'on en a été plus ou moins l'inventeur. Clémentine? Non, mais en fait, je suis un peu impressionnée. Moi, je vous dis chapeau, quoi. Je vous dis chapeau pour tout ce que vous avez fait. Vraiment. C'est ça. Je n'ai... Non, parce que j'ai l'occasion de vous rencontrer en public. Je vous l'aurais jamais dit en privé parce que j'aurais pas osé. Puis je me dis tant qu'à faire, autant que ce soit public. Puis il y a un début à tout. Hein. Mais voilà. Mais non, parce que moi, il y a un tout petit truc que je voulais dire, c'est un détail. Moi, je fais pas l'apologie d'aucun parti, on s'en fout. Mais moi, je trouve que ce que vous faites, c'est génial parce que c'est le travail pour la liberté, en fait. C'est un travail qui consiste à donner l'idée aux gens que vivre, c'est autre chose, justement, que d'être cette espèce de misère, de quotidien. Non, mais c'est vrai, il y a une histoire de liberté et non, pardon. Et en fait, je voulais en parler, et puis ensuite, vous demandez un truc, un service pour mes enfants qui sont à l'école. Non, mais c'est un petit truc, c'est qu'ils arrêtent d'enseigner que de la flûte à la musique à l'école. Ça, alors là, c'est... Ça, alors là, c'est... Vous êtes d'accord? Mais franchement... Non, mais est-ce qu'on peut... Quand j'ai su que vous étiez là, je vais lui demander. Est-ce qu'on peut enseigner autre chose que de la flûte? Moi aussi, je me joins à l'association montée par Clémentine ce soir. La flûte n'est pas à interdire ou à proscrire, mais ce que je n'ai pas le temps d'exposer ici, c'est que nous sommes en pleine transformation de l'enseignement de la musique, pas seulement au collège, mais dès la petite école. Et nous avons décidé que dès le plus petit âge, à l'école maternelle, la musique allait faire son entrée sous toutes ses formes, et pas seulement la flûte, mais aussi à travers la voix en particulier. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça part sur une question où on rigole tous. Faudrait supprimer la flûte. Et non, Monsieur Lang a déjà pensé à Je n'ai pas dit supprimer, j'ai dit que nous allions accorder une place aux différents instruments, et notamment à la voix. Racontez-nous les débuts, quand vous avez appris que vous alliez être ministre de la Culture. On est en 81, vous êtes tout jeune, vous avez fait jusque-là du droit, un festival de théâtre très connu à Nancy, vous étiez proche de François Mitterrand, en particulier pendant la campagne, et puis là, on vous annonce quand même, voilà, vous allez devenir ministre. Ça se passe comment, ça? Je l'ai appris officiellement par la télévision. Ah, c'est pas vrai. Par l'annonce, je crois que c'était sur le perron de l'Élysée, le secrétaire général lit la liste des membres du gouvernement. Mais j'avais entendu dire par mon ami Gaston, le même. Oui. Pas Gaston, votre voisin, un autre Gaston. Non, Gaston de Fer. Il m'avait dit, Jacques, je crois que... Plutôt, il m'a dit ça la veille, je vous félicite pour la fonction qui vous sera confiée dans quelques heures. Laquelle, je ne savais pas. Donc je n'étais pas totalement étonné. Et en même temps, je ne savais rien. Donc vous pensiez que vous alliez avoir un portefeuille. Est-ce que vous pensiez à celui-ci? Je crois que c'était le seul que j'aurais pu vraiment assumer. Ouais. À l'époque. À l'époque. Rassurez-nous. Si Gaston Defer avait voulu faire de la musique, il serait peut-être appelé Enrico Defer. On ne sait pas. Et quand vous avez vu ça à la télévision, donc vous avez découvert que vous étiez ministre de la Culture, qu'est-ce que vous avez fait dans cette première journée? Vous avez appelé tout le monde? J'étais déjà engagé, je partais vers Marseille, la ville de Gaston. J'avais prévu d'aller à l'ouverture du théâtre de la Criée, dont Maréchal était le directeur, et pour rien au monde, ministre ou pas, je n'aurais raté cette fête d'amitié. Et donc, j'ai pris aussitôt l'avion pour Marseille, et on a finalement fêté, je pense, fêté avec quelques amis ce petit changement. Puis le lendemain, je me suis retrouvé rue de Valois, très intimidé, dans des bureaux vides, nickel, pas un papier, rien. C'était un commencement, en effet. Le premier conseil des ministres, ça se passe comment? Vous arrivez, vous connaissez pas? On se connaît quand même. Et les gens changent avec le fait d'être ministre, justement? Non, au début, je crois qu'on était une bande de joyeux lurons, je crois, assez détendus. Il fallait même peut-être quelquefois nous taper sur les doigts pour nous rappeler quand même qu'on devenait serviteur de la République et que il y avait quelques petites règles à respecter. Alors, ça se passe comment? Et d'ailleurs, François Mitterrand nous a fait à tous
une grande leçon pour dire ce qu'il fallait faire, ne pas faire, comment se comporter. Oui, oui. Mais alors, quand vous, les hommes politiques, quand vous passez à la télévision comme ça, dans des émissions qui sont plus des émissions de divertissement et tout, vous devez avoir peur de tout à coup donner une image trop olé olé ou quelque chose comme ça ou... Moi, de toute façon, j'ai toujours le trac, que ce soit à une émission de ce type ou à une émission dite sérieuse, venir à la télévision, ça me paraît être étrange, et pour moi, toujours... Qu'est-ce qui est plus difficile à faire, une émission dite sérieuse ou une émission comme la nôtre? Les deux sont difficiles. Parce que tout à l'heure, quand on va vous demander de danser au milieu, est-ce que vous allez le faire ou pas? Oui, si, au préalable... Vous m'avez donné le temps de plaisanter avec vous, éventuellement si vous nous offrez quelque chose. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, monsieur le ministre? Ensuite, alors, premier conseil des ministres, vos débuts de ministre. Après, bon, vous prenez le pli, vous habituez. Et puis là, il y a l'Assemblée nationale où, tout à l'heure, je crois que c'est Clémentine qui vous demandait si vous continuez à être un peu indiscipliné comme à l'école. Vous arrivez, on s'en souvient tous, hein, Franck, vous avez ce souvenir d'une tenue vestimentaire particulière de Jack Lang. Sa tenue oui, à l'Assemblée nationale. En marmoteuse Oui. Non, je ne me souviens plus. Vous ne vous souvenez plus? La tenue de Jack Lang à l'Assemblée nationale ce jour-là, on n'est pas assez intime pour que je me souvienne de comment il était. Il est arrivé avec des tongs. Que vous vous en souvenez, vous qui représentez les téléspectateurs? Oui, voilà, col Mao, vous voyez. Le col Mao, on s'en souvient bien sûr à l'Assemblée nationale. Ça fait partie comme ça des petites audaces par petites touches que peuvent faire les hommes politiques. Vous l'aviez fait pourquoi, vous d'ailleurs, à cette époque-là? Je ne sais pas pourquoi. D'abord, vous parlez de ce sujet, pourquoi pas? Ça, vous avez le droit d'évoquer tous les sujets, mais c'est quand même très secondaire. Par ailleurs, ce que vous appelez audace, c'est simplement une manière d'être. On respecte. On respecte, si vous voulez, naturellement, il y a un minimum de convenance à respecter, mais en même temps, moi, j'ai pas envie de changer ce que je suis. Donc, ce jour-là, de manière totalement inconsciente, je suis venu avec une veste qui était jusque-là, enfin, on dit Mao, je ne sais pas si c'est Mao ou autre chose. Et les huissiers ont cru que je n'avais pas de cravate. Scandale, mais scandale. Pas de cravate. Et le règlement de l'Assemblée nationale prévoit une cravate. Et un jour, quelqu'un était, lui, vraiment audacieux, pas moi. C'est un député, je crois, communiste, qui est arrivé en habit d'ouvrier et portant une cravate. Donc le règlement était sauvegardé, sauf qu'il était arrivé en survêtement ou en habit de travail. On va voir justement comment on fait pour marquer des points éventuellement dans l'opinion ou au contraire faire des effets d'image qui sont parfois positifs, parfois qui le sont moins. Regardez. Les feuilles de menthe se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets. Quand il s'agit d'être audacieux, vous allez voir, nos hommes politiques rivalisent d'originalité. Lionel Jospin choisit de chanter dans une émission de télé. Giscard s'invite à dîner chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ce soir, il est chez les Furets. Le seul objectif, c'est d'essayer de se rapprocher du peuple. Au volant de la 2 chevaux, c'est Madame Fabius qui débarque à Matignon. Surprise pour le Premier ministre. Ils ont une perception de leur personne qui les distancie, qui les différencie de ce citoyen ordinaire. Quant à Édouard Balladur, il n'hésite pas à descendre dans le métro. Ils se sont dit, tiens, on va essayer d'élargir notre assise électorale en essayant de jouer aux citoyens banals, aux citoyens de tous les jours. Jacques Chirac, lui, ne paie même pas son ticket. Des jours heureux où nous étions amis. On peut également adopter la technique américaine et jouer la franchise. Rocard choisit d'annoncer son divorce dans la presse. Le cas de M. Rocard est un peu typique, et en quoi il montre bien que la télévision, car c'est la télévision et la presse écrite aussi, mais surtout la télévision, qui a montré que la ligne de démarcation entre vie publique et vie privée a évolué pour les hommes politiques. Alors je crois qu'il y a eu beaucoup de coups calculés, mais pour moi celui qui reste le coup le plus manœuvrier, c'est l'interview de Mitterrand par Yves Mourouzi. Vous savez ce que c'est que Chébrand? Vous savez, moi quand j'étais enfant, déjà on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau ça.
D'autant plus que vous savez dire brancher, bien entendu, je ne vais pas faire le malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. On voit bien que le personnage Mitterrand, littéraire, qui cultive la langue française, voulait parler en verlan pour essayer de montrer aux jeunes qu'il était aussi comme eux. Et là, je crois que c'était vraiment un calcul, une manipulation extrême. Et la mer efface sur le sable. Autre technique pour se faire remarquer, adopter le costume Thierry Mugler et le premier col Mao de l'Assemblée. Avec le cas de Jack Lang, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas d'être proche des gens. Jack Lang recherche une certaine singularité au sein de la classe politique. Et pour affirmer cette singularité, ça pourrait être dans le mode d'expression, dans le mode oratoire. Lui a choisi la mode. Vous entendez ça, donc c'est pas du tout ça, c'était pas du tout pour la singularité. Une précision, on en parlait à l'instant avec Enrico Macias en voyant cette petite bande, ce montage. François Mitterrand n'a jamais parlé verlan. Il parlait très bien le français, le verlan est une langue d'ailleurs passionnante à parler, mais il n'a jamais parlé le verlan. Non. Cela étant dit, l'émission dont parlait votre... Avec Mourouzi. Mourouzi était une émission qui abordait toutes sortes de sujets concernant la modernité de la vie d'aujourd'hui. C'était une émission passionnante, puisqu'on y abordait, en effet, des sujets qui, je crois, sont des sujets de tous les jours, concernant l'urbanisme, l'architecture, la démocratie, etc., et pas seulement les sujets dits de haute politique. Alors, le Grand Louvre, quand vous avez eu cette... D'abord, vous avez eu cette idée comment de faire déménager le ministère des Finances qui était installé au Louvre? Cette place où se trouve la pyramide aujourd'hui, c'était un immense parking occupé par les fonctionnaires, les habitants du quartier, puis au milieu, il y avait un petit square un peu pisseux. Et ceux qui... gentil, c'est mon père qui l'avait inventé. Très bien, bravo. Et cet immense parking était vraiment une verrue en plein cœur de Paris, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était... je passe assez souvent devant ces lieux, comme d'autres, à Paris, et puis, je crois que c'était au mois de juin 81, je me dis, en passant devant cette place, devant le Louvre, et si on décidait de transférer le ministère des Finances ailleurs, parce que le ministère des Finances était là, dans une des ailes du Palais du Louvre, occupant, si j'ose dire, le haut du pavé. Cette idée, évidemment, était une idée un peu folle. Alors je mets un petit mot à François Mitterrand en lui disant « Et si l'on envisageait de consacrer la totalité du Palais du Louvre à l'ensemble du musée ?» Et François Mitterrand m'a répondu, je crois à peu près ceci, oui. Alors, il y a un début à tout. On a retrouvé la lettre, cette note au président de la République, datée du 27 juillet 1981, en tête du ministère de la Culture, le ministre, et objet le Grand Louvre. Alors, on va voir la lettre, je vais vous la lire. C'est au titre des grands projets dont nous pouvons rêver pour Paris. Il y aurait une idée forte à mettre en chantier, recréer le Grand Louvre, en affectant le bâtiment tout entier au musée. En retrouvant son unité première, le Louvre deviendrait le plus grand musée du monde, c'est ce que vous écriviez dans cette note. De l'Arc de Triomphe à la place des Vosges, une vaste promenade urbaine pourrait être aménagée, débarrassée enfin des centaines de voitures de fonctionnaires qui enlaidissent les abords du Louvre et les cours de l'hôtel du Marais. Ils devaient être contents, les fonctionnaires. Hein, ça va être facile. Le ministère des Finances, en vérité mal logé, à l'exception du ministre, petite pointe, devrait déménager. Dans le passé, divers projets de transfert ont été proposés, l'un à la Défense, l'autre quai Branly, au lieu et place des bâtiments provisoires qui ont été édifiés après la guerre. Il y aurait là, au bord de la Seine, un geste architectural à accomplir, à quelques pas des Invalides et du Grand Palais. Seul un acte de souveraineté peut donner corps au dessin ambitieux du Grand Louvre, signé Jack Lang. Et c'est annoté de la main de François Mitterrand. Et il est marqué bonne idée, mais difficile par définition, comme toutes les bonnes idées. Et c'est signé FM François Mitterrand. Magnifique. La lettre, un début à tout. Oui, Nathalie. Maître Capello, vous pouvez vérifier. Je ne crois que ce que je vois. Et grâce à cette lettre, on a le plus grand musée du monde aujourd'hui. C'est quand même... Non, et disons que cette idée a trotté dans sa tête pendant l'été. C'était au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin. Juillet, pardon. Et le début septembre,
il a annoncé dans une conférence de presse qu'il réalisait ce grand Louvre. Ah ouais. Mais ce n'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était de tenir bon année après année pour qu'il se réalise, parce qu'il y a eu 1001 oppositions à l'intérieur de l'État. Le maire de Paris à l'époque, Jacques Chirac, non? Le maire de Paris, ça a été... Non, c'était une histoire assez intéressante. Le maire de Paris était parfois en bataille avec le gouvernement et le président de la République. Et lorsque le projet de pyramide, 2 ans plus tard, a été esquissé, je me suis dit, il faut tout faire pour convaincre le maire de Paris. Nous avions beaucoup d'adversaires contre le projet, il ne faut pas que nous soyons isolés. Et j'ai constitué une sorte de petit comité de soutien avec des personnalités qui étaient amies et de l'un et de l'autre. Pierre Boulez, Madame Pompidou, d'autres personnalités, qui lui ont écrit en lui disant « Monsieur le maire, ne vous prononcez pas tout de suite, voyez le projet ». Il a vu la maquette que l'architecte Paye avait réalisée, il a, je crois, été impressionné, et il a fait une contre-proposition qui était très astucieuse. Il a dit « Je suis favorable, mais j'aimerais que l'on puisse, dans l'espace, visualiser la pyramide en tendant un câble, des câbles. » Et on s'est aperçu que cette pyramide n'était, ma foi, pas si haute. Parce que quand on disait pyramide, on pensait pyramide égyptienne, pyramide de Khéops, on allait écraser le Louvre, défigurer Paris. Et les Parisiens sont venus, ont découvert cette maquette transparente, et ça a été, par conséquent, un bon point pour le projet. Donc, sur ce plan, merci à Jacques Chirac. Voilà. Il y a un début à tout. La naissance de la pyramide du Louvre. Enrico, vous, vos débuts, alors, 8 ans, vous rentrez au conservatoire, hein, déjà, vous aimiez la musique, vous êtes né quasiment... Je travaillais super à l'école, j'étais premier de la classe, puis d'un coup, je dis à mes parents, je voudrais faire de la musique, je voudrais rentrer au conservatoire et tout ça. J'arrive au conservatoire, mais un cataclysme je fais à l'école, le professeur devient fou parce que, sans apprendre le solfège, je chantais les notes avec la courbe des notes. Ça veut dire que je faisais des progrès tellement extraordinaires qu'à l'école, je ne travaillais plus. Je ne travaillais plus du tout. J'étais de premier, je suis passé dernier de la classe. Mon père m'a dit, allez, ma mère, ils m'ont dit, allez, finis le conservatoire. Ça fait que j'ai eu 3 mois d'expérience de conservatoire, c'est tout. Alors après, le déclic, c'est la bar mitzvah. Quand vous faites votre bar mitzvah, vous chantez, vous jouez de la guitare? C'est la première fois que je joue de la guitare devant Tonton Raymond, qui était le plus grand maître de la musique arabo-andalouse de l'époque. Que mon père était son violoniste, et mon père qui voulait tout le temps que j'abandonne la musique pour que je fasse mes études, ce jour-là, dit tout fier à Tonton Raymond, tu veux entendre Gaston jouer de la guitare? Gaston, c'est vous, hein? Ouais, bah oui, tout le monde le sait. Alors, non, on ne sait pas. Bah si, il m'appelle Gaston. Voilà, bon. Bah oui, non, je sais pas. Alors, tiens, tu vas entendre. Et donc, je joue de la guitare devant Tonton Raymond, et le lendemain, j'ai joué dans son orchestre. Donc ça a été le début, là, vraiment, du travail de musicien. Ensuite, à Paris, en 62, là, le premier grand coup de pouce qui vous fait connaître du grand public, c'est une émission de télévision. 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une, émission mythique. C'était votre première télé? Ah oui, c'était la première télé. C'est Igor Barrère qui m'a découvert. Il faisait un reportage sur les rapatriés d'Algérie. Et il manquait un fond sonore parce qu'on ne pouvait pas faire de la musique orientale, on ne savait pas parce que c'était très frais, la guerre d'Algérie, tout le monde était revenu en France et tout. C'était difficile et quelqu'un, un illustrateur sonore qui travaillait dans ma maison de disques, a signalé l'existence de mes chansons, Adieu mon pays et tout. Moi je me trouvais à Vichy et il me téléphone et il me donne un coup de fil et il me dit c'est Igor Barrère. Alors je dis, bon, si c'est pour une plaisanterie, il n'y a qu'à m'appeler une autre fois, et puis j'ai raccroché. Il me rappelle 5 minutes après, il me dit, non, c'est vraiment Igor Barrère, on fait un reportage et tout. Je dis, mais j'ai terminé, finalement j'avais un gala à la Mutualité, et ils m'ont filmé à la Mutualité, c'est comme ça que j'ai été connu, et du jour au lendemain, grâce à 5 colonnes à la une. Voilà. Cette première télé, vous l'avez revue? Oui, vous voyez de temps en temps, vous la passez en boucle? Non. C'est marrant, j'ai presque l'impression que tu vas la revoir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le sens.
Très perspicace, Franck, bravo. Oui, cette première télé, nous l'avons retrouvée. Vous êtes tout jeune, souriant, plein d'entrain sur la scène de la Mutualité. C'était le 5 octobre 1962. 5 colonnes à la une. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Enrico, alors quand vous voyez ce jeune homme, quel regard vous portez sur lui, ce jeune chanteur, après 40 ans de carrière aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est de la naissance d'Enrico Macias dans la chanson. Et c'est aussi la naissance d'une grande espérance par rapport au grand drame qui nous était arrivé. Et je devenais d'un coup le chef de file de cette nostalgie. Et tout le monde même moi, c'était une sorte de thérapeutique, de médicaments, quoi, pour supporter l'exil. La presse de l'époque vous appelait le Tino Rossi des Pieds Noirs. Ouais. C'est à cause de ma voix de velours et le fait que je suis un chanteur méditerranéen. Je suis arrivé en pleine période de yéyé en plus. Et c'était vraiment formidable de pouvoir passer les modes à cette époque. Mais c'est rigolo parce que moi, quand je vous vois à la télé, chaque fois, avec mes copines, on pense un petit peu qu'on va voir le mendiant de l'amour, toujours celui qui fait donner, donner, Dieu vous le rendra. Donc c'est toujours un petit peu ce côté un peu tristounet. Moi je suis contente de vous voir ce soir parce que je trouve que vous êtes plus rigolo qu'on s'imagine, déjà. Je vous ai jamais vu en vrai, donc voilà. Je suis toujours rigolo, hein, dans mes spectacles, c'est la fête. Hein. Oui, mais alors justement, quand j'ai lu votre livre, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que votre deuxième disque, un de vos, peut-être pas le deuxième, enfin grosso modo le deuxième, on va dire, je m'en souviens plus très bien. Ça s'appelle Va-t'en, dites donc. Ah ben alors là... Ah ben c'est pas vendeur ça, Va-t'en. Hein. Alors là, à ce sujet-là, je voudrais vous raconter ce qui est arrivé, mais réellement. D'ailleurs, je le raconte dans le livre. Je sors Adieu mon pays, bon, que vous venez d'entendre. Elle commençait à peine à marcher. Je fais mon deuxième disque, dont le titre majeur était Va-t'en. C'est une chanson d'amour, Va-t'en, toi qui rêvais d'un amour sans limite, Va-t'en, le ciel t'invite. Et Pathé Marconi, qui était ma maison de disques à l'époque, fait un affichage, mais avec, dans tout Paris, il y avait marqué Va-t'en en grand, Enrico Macias, et en tout petit, le nouveau disque d'Enrico Macias, dans tout Paris. Et j'avais une tante qui malheureusement nous a quittés maintenant, elle était très âgée, la sœur de ma grand-mère. Elle est partie dans toute la famille, elle a dit allez, faites les valises, ils nous ont dit de partir encore, ils ont marqué Va-t'en. Enrico, on vous a vu chanter là, c'est tellement naturel de vous voir chanter et tout ça. Parce qu'il y a un début à tout. La vérité, si je mens 2, c'était votre premier rôle au cinéma. Et que vous avez eu une petite aventure en chantant. Ils ont eu la gentillesse de me mettre vraiment en valeur dans ce rôle et surtout qu'on oublie le chanteur. Parce que, bon, au moment où on arrive à la fin du film et que je suis heureux, je marie ma fille, il y a un orchestre qui chante de la musique orientale et tout ça, et moi je suis content avec tous les invités, et je participe à la fête, j'embrasse tout le monde, je suis heureux. Et puis, il ne m'avait pas demandé rien du tout, et puis il coupe, et le metteur en scène arrive, et puis il me dit « Enrico, c'est quand même le mariage de ta fille, il faut que tu montes sur scène, tu chantes quand même, que tu montres ta joie et tout. » J'ai dit, mais ça va pas. Ils vont reconnaître Enrico Macias. Je suis Benamou, non, Benguigui, je ne me rappelle plus, dans le film. Et je dis, c'est quand même, ça va pas aller, quoi. Je dis, bon, écoute, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais faire exprès de chanter moins bien qu'Enrico Macias, en faisant un peu de fausse note, comme si j'étais un chanteur amateur, un père qui est un fan d'Enrico Macias, mais qui chante pour le mariage de sa fille. Enfin, ça donnait...
Et alors j'attaque, je chante avec l'orchestre, je fais le sou, je chante avec des paroles, j'invente, ce soir je vais marier ma fille, elle s'appelle Shoshana, Boudboul, ouais. Voilà, oui. Et à un moment donné, il y a des acteurs qui étaient dans la scène, comme ça, qui crient... Jean-Richard Anconina, José Garcia, tout ça. Vas-y, Enrico, c'est bon, bravo, Enrico. Et il tapait dans les mains et tout. Et je me suis arrêté. C'est filmé d'ailleurs, hein, ils l'ont gardé, hein, mais ils l'ont pas diffusé. Alors j'ai dit, je suis pas Enrico, je suis Maurice Boudboul, vous avez compris. Moi j'aime Enrico, d'accord, mais je suis pas Enrico. J'aurais dû la garder, cette scène. Voilà les souvenirs de vos débuts au cinéma. Vous étiez préparé comment à ce premier rôle, à ces débuts de cinéma? Vous êtes préparé comment? Vous avez lu le scénario? Je ne suis pas préparé du tout. Non, j'ai appris le texte par cœur parce qu'avec mon expérience au théâtre, je me suis aperçu qu'il fallait bien connaître le texte. Parce que on a beau connaître le texte, mais quand le metteur en scène nous demande de nous déplacer et de dire les mots à une certaine place, c'est ça la comédie, hein, on perd la mémoire s'en va. Et là, j'ai dit, je vais connaître le texte, mais à mort, quoi. Et ça m'a servi pour le cinéma. C'est plus facile le cinéma que le théâtre. Comment vous avez fait pour apprendre le texte? Vous aviez quelqu'un, votre femme, qui vous faisait répéter? Ma femme, avec Suzy, on faisait le texte ensemble. Elle jouait tous les rôles, quoi. Et il s'est rendu compte que dans le film, il y avait d'autres acteurs et d'autres répliques. Qu'il n'y avait pas Suzy dans le film. Bruno Solo, qui était dans le film avec vous, nous a parlé de vos premiers pas de comédien. On connaît Enrico Macias chanteur, le voici devenu acteur. Dans La Vérité si je mens 2, il joue le rôle d'un père juif un peu possessif qui marie sa fille. Ma fille Dina a épousé Simon, et maintenant il y a toi. Vous savez, monsieur Boudboul, moi Fais-moi plaisir, tu veux. Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu, hein. Il n'a pas joué juste sur son naturel. Parce qu'on attendait ça, on dit Enrico, tu fais ce que tu sais faire, c'est-à-dire ce que tu es, ça nous suffit déjà. Oui, il le savait, mais il a travaillé, il s'est dit je vais en plus composer quelque chose. Ah, ça s'appelle le travail d'acteur. Le restaurant de votre fils à Los Angeles, en Amérique, vous vous souvenez? Enfin, papa, le restaurant. Le restaurant 34B sur 2, 3e. Ça va, mon papa? Ça va, ça merguez une starik, je t'adore, ma fille chérie. Thomas nous avait demandé d'improviser un moment d'effervescence. Il dit ce serait bien, Enrico, que tu montes sur scène et que tu improvises une chanson, une sorte de rail en hommage au mariage de ta fille. Ça m'en fait prier. Je marie ma fille est heureuse. Et il a fait un truc et il était tellement chaud que toute la figuration s'est retournée vers lui et c'est devenu un petit concert. Ce soir, je marie ma fille. Et ça jouait, ça chantait. Et moi, j'étais tellement enthousiaste. On était au premier rang, toute la bande du film, que je le regarde. J'ai fait vas-y, Enrico. J'entends coupé, qu'est-ce que tu fais, Bruno? Je dis, ben quoi, je participe, pourquoi c'est pas bien? Il s'appelle Maurice, il s'appelle pas Enrico. Et là, bon, c'est fendu la gueule, mais enfin, il a quand même fallu refaire la prise, qui a demandé à peu près 1 heure de plus. Donc je crois pas que ce soit le meilleur souvenir de Thomas. Enfin, aujourd'hui, il vous dirait oui, mais sur le coup, ils étaient tous un peu furieux. Lui, il était ravi d'avoir participé à cette aventure. Et il est exceptionnel. Franchement, c'est un comédien, quoi. Et c'est un comédien qui est passé à côté, peut-être même d'une carrière. Il est super, ce Bruno. Il y avait une ambiance, tout le monde, c'est pas bon. C'est vrai, j'ai passé des moments extraordinaires avec cette équipe. Bien sûr que le succès est venu au bout, mais c'était pas pour ça. C'était pour l'ambiance. Et tout le monde, il n'y avait aucun qui avait la grosse tête ou quoi que ce soit, parce que j'ai horreur des gens qui ont la grosse tête. Ils étaient tous sympas avec moi, ils m'ont aidé. Quand Bruno dit que vous êtes passé à côté d'une carrière de grand comédien, vous... Je regrette pas. Regrettez pas? Je regrette pas, je vais vous dire pourquoi, parce que rien que j'ai réussi ce truc-là, je suis le plus heureux du monde. Voilà. Vous avez lancé récemment une campagne pour le respect à l'école. Elle est née comment, cette campagne? C'est la première campagne du ministère de l'Éducation nationale sur ce thème? Je dirais que c'est le b.a.-ba. Ouais. Dans une école, dans un collège, dans un lycée, le minimum, c'est que chacun respecte chacun. Les élèves entre eux, le professeur doit être respecté par les élèves, les parents par les professeurs et réciproquement. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement s'il n'y a pas dans un établissement scolaire
le respect, la paix, la tranquillité, c'est la condition de la réussite pour les professeurs et pour les élèves. Et bon, j'ai mis au point toute une série d'actions depuis 1 an pour lutter contre toutes les formes d'incivilité et d'agressivité, mais j'ai souhaité que cette campagne soit une campagne positive et constructive. L'école, c'est le respect, et si l'on respecte chacun, l'école est changée. Et on a fait appel à un certain nombre de personnalités qui sont connues et reconnues par les jeunes générations, qui ont une image positive et qui ont participé bénévolement à cette campagne et qui ont apporté, je dirais, leur engagement personnel. Là, en l'occurrence, c'est Lam, Mousse Diouf, Brahim Asloum ou encore Daniel Pénac qui ont fait cette première campagne sur le thème du respect à l'école, à la télévision et à la radio. Regardez. Moi, le seul endroit où je boxe, c'est sur le ring. Et là, comme ailleurs, je respecte. Nous, on a proposé, heureusement, la campagne qui a été retenue par le ministère de l'Éducation nationale. Notre idée principale était de refuser de mettre en scène la violence. Montrer la violence dans un spot de publicité, c'est en quelque sorte la vendre. Et on ne voulait surtout pas tomber dans ce travers et dans cette ambiguïté. Moi, il y a 2 valeurs fondamentales que j'ai inculquées à mes enfants. La tolérance et l'autre, le respect. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Il était important pour nous de parler de respect mutuel, c'est-à-dire de reconnaître l'autre pour que l'autre me reconnaisse. Et là, en retour, on te respectera. Le choix des comédiens était déterminant pour le succès de la campagne et l'impact auprès des collégiens et des lycéens. Une chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on ne réussit pas tout seul. Et de temps en temps, quand ils rentrent de l'école, ils me racontent leur journée. Tout le monde veut être respecté. Dans la vie, tu ne peux rien faire si tu ne respectes pas les autres. L'âne, c'est quelqu'un de formidable, puisque bon, on sait qu'elle a une vie très difficile. Je suis un peu la grande sœur, quoi. Et j'essaye de donner les meilleurs conseils possibles pour que les jeunes essaient de prendre le meilleur chemin. Daniel Pénac nous a apporté son sens du verbe, son sens du mot et sa caution, bien évidemment, auprès de l'ensemble du corps enseignant. Imagine que les profs, les élèves ou n'importe qui pensent vraiment ce qu'ils disent quand ils disent bonjour. Et de temps en temps, quand ils rentrent de l'école, ils me racontent leur journée. Oui, papa, il y a un tel qui a frappé un tel, et puis l'autre, il a insulté un tel. Mousse Diouf, il est absolument adoré par tous les enfants. Il a ce côté un peu placide, débonnaire, et en même temps, c'est une espèce de gros nounours, quoi. Moi, j'ai des enfants, donc ça me touche tout particulièrement. Et je pense que ça se barre en couilles, comme dirait l'autre. Il y a des choses il faut remettre ça d'aplomb tout de suite. Brahim, moi, je me rappelle très bien de cette espèce de plaisir de vivre et de combattre pour son sport, qui était très enthousiasmante et qui nous a convaincus. Il y a une feuille qui nous est passée sous la porte, et parce qu'il y avait un cours dans la classe, et c'était écrit dessus « Allez faire votre film ailleurs, bâtard ». Il faut respecter les autres. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Le respect, ça commence par un regard, un vrai regard. Ça commence par un bonjour. C'est un tout, quoi. Le respect, c'est la vie. Respecter les autres, ses profs, ses copains, ça permet de se surpasser et d'être plus libre plus tard. Alors un message pour tous les garçons, essayez d'être cool avec les filles, parce que on est là, on est les mères de demain. Elles sont les mères de demain, donc il faut les respecter. Comme tu respectes ta mère, respecte tes copines. Une chose, mais je ne sais pas qui peut répondre, je ne sais pas si vous savez ou pas. Est-ce que les auteurs sont les acteurs? Est-ce que c'est eux qui ont écrit leur propre texte ou pas? Je crois pouvoir vous dire que 3 d'entre eux sont les auteurs. Ouais. Mousse Diouf, comme il l'a dit. Daniel Pénac, Lam, je crois, hein. Ils ne l'ont exposé. Et je crois que Lam en particulier, on l'a dit dans ce petit film, c'est beaucoup impliqué, c'est beaucoup engagé. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la totalité des clips, mais il y a une sorte de vérité personnelle. Ils ne sont pas là simplement comme des interprètes ou des porte-paroles d'un texte écrit à l'avance. Ils ont donné tout d'eux-mêmes pour faire passer leur sincérité. Franchement, je crois que ces clips crèvent l'écran. Clémentine, vous avez 3 garçons.
Est-ce que vous êtes confronté à ça? Je suis triste de pas... Enfin, vous n'allez pas demander à d'autres artistes de faire ça? Non, je vous jure, j'aurais vraiment aimé. Bon, peut-être, je sais pas. Enfin, une deuxième campagne non, mais au printemps. Vraiment, je trouve ça... Oui, j'ai 3 enfants. Moi, j'aimerais bien y participer aussi. Moi, je parle souvent du